je regarde, ils sont très clairement pas collinaires. Donc, cette famille AB est une base de E. Ce qui fait que pour déterminer la dimension, il suffit de savoir compter jusqu'à 2. On va y arriver. La dimension de E, c'est 2. On a donc deux ensembles E et F qui ont la même dimension. Alors, ils peuvent être égaux, mais c'est pas obligatoire non plus. On va montrer qu'ils sont égaux en montrant qu'il y en a un qui est contenu dans l'autre. Il y a toujours un sens qui est plus facile que l'autre. Ici, il me semble plus facile, c'est de montrer que E est contenu dans F en utilisant les équations. Parce qu'on va prendre les vecteurs de E, on va prendre leurs coordonnées, les mettre dans les équations et vérifier que ça fait bien 0 pour le premier et pour le deuxième. C'est ce que je vous propose dans la suite. On vérifie donc que A et B, ces deux vecteurs-là, sont dans F en travaillant sur les équations. Quand je complète les équations, la première, c'était donc x moins y plus t. Donc, je complète pour A, x moins y plus t, et pour B, x moins y plus t. Voilà. Donc, ça fait 0. Et puis, la deuxième équation, je ne l'ai plus en tête, y plus z plus t. Donc, ici, y, c'est 1, z, c'est moins 2, t, c'est 1, ça fait bien 0. Y plus z plus t, ça fait bien 0. Donc, il faut bien vérifier les deux équations, évidemment. Sinon, si ça en vérifie qu'une, on n'est pas dans l'ensemble. Donc, A vérifie les deux équations, il est dans F. B vérifie les deux équations, il est dans F. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de dire, ça? Que l'ensemble E, comme c'est vecte de AB, il est contenu dans F. Puisque le vecteur A et le vecteur B sont dans F, par combinaison linéaire, tous les éléments de E vont être dans F. Alors, on a deux sous-espaces vectoriels. Il y a une inclusion et ils ont la même dimension. J'applique ma propriété. Comme on a dim de E égale dim de F, forcément E égale F. Donc ça, c'est une application directe de cette propriété 3 qui nous dit que si on a deux sous-espaces vectoriels contenus l'un dans l'autre et qu'ils ont la même dimension, forcément, c'est le même. Donc j'espère que ça, c'était pas trop compliqué. Alors, dans la suite et fin du cours, la notion de rang. Alors, la notion de rang, ça va un petit peu récapituler tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître compliqué, parce que c'est cumulatif comme notion. Après, en soi, il n'y a pas grand-chose. Alors, on va définir ce que c'est. C'est quoi? C'est le rang de quoi? D'une famille de vecteurs. Nous, on a déjà entendu parler du rang d'un système. Je vous ai déjà parlé de ça. En fait, c'est assez lié. On va le voir après quand on fait le calcul. Rang d'un système, rang d'une matrice, c'est la même chose, et rang d'une famille de vecteurs, ce sont des notions qui vont être assez proches, c'est pour ça qu'elles ont le même nom. Donc, on se prend des vecteurs U1, U2, UP dans Kn. Donc, vous voyez le N ici et le P, c'est pas important, hein, c'est pas forcément lié. Je peux prendre 5 vecteurs dans R3, je peux prendre 2 vecteurs dans R3. Ça, c'est pas important. Ou 3 vecteurs dans R3 aussi, si on veut. Alors, quand on définit le rang d'une famille, c'est en fait la dimension de l'espace vectoriel engendré par cette famille. Si vous voulez, on reprend dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on prend les vecteurs, on regarde le vecte qu'ils engendrent. Quand on a le vecte qu'ils engendrent, on cherche la dimension. Donc, on va essayer de trouver une base. Quand on dit dimension, à chaque fois, ça veut dire qu'il faut chercher une base. Alors, un petit exemple. On est dans R3, c'est simple. Je prends 3 vecteurs, A, B et C, et je cherche le rang de ces 3 vecteurs. Donc, par définition, le rang, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par ces 3 vecteurs. La première approche, ce serait de dire, j'ai 3 vecteurs, donc ils définissent un espace de dimension 3, ce qui n'est pas toujours vrai. En fait, c'est pas vrai ici. Parce qu'ici, on constate que le vecteur C, c'est A moins B. Ça ne saute pas forcément aux yeux. Ça veut dire qu'en fait, que A, c'est B plus C. Peut-être c'est plus facile comme ça. A égale B plus C. Effectivement, si vous ajoutez B et C, vous obtenez le vecteur A. Donc, le vecte, ça ne sert à rien de rajouter le C dedans. C'est le vecte de A et de B. Et à ce moment-là, si je regarde juste A et B,
Ma A et B, eux, ils sont non collinéaires. Donc, c'est bien une famille libre et c'est une famille génératrice de V. Donc, c'est une base. Et donc, la dimension de V, c'est-à-dire le rang de ma famille, c'est 2 et non pas 3 comme on aurait pu l'imaginer dans une première approche beaucoup trop rapide. Donc, graphiquement, ça fait ça. Hein. Bêtement, je l'ai appelé P comme plan, mais en fait, c'était V. On est parti, on était dans R3, donc il faut s'imaginer qu'on est en volume, en 3 dimensions, et j'ai pris 3 vecteurs A, B et C. Bon, les coordonnées ici sont pas très importantes, mais on constate sur le schéma que A, c'est B plus C. Donc en fait, si on veut regarder le vecte, l'espace vectoriel engendré par ces 3 vecteurs, c'est pas R3 tout entier. On voit bien qu'on est limité et l'espace vectoriel engendré par ces 3 vecteurs, ça va être le plan. Parce qu'en fait, ces 3 vecteurs sont dans le même plan. Donc, ces 3 vecteurs ne définissent pas l'espace tout entier, mais juste un plan. Comme le plan, il est de dimension 2, le vecte de ces 3 vecteurs est de dimension 2. Ça veut dire que le rang de ces 3 vecteurs, c'est 2. Voilà ce que ça signifie. C'est ça le rang d'une famille de vecteurs. Vous en prenez 2, 3, 10 et vous regardez ce qu'ils arrivent à engendrer. Si les 10 vecteurs, ils sont tous dans le même plan, ben ils vont engendrer qu'un plan, pas plus, même s'ils sont 10. Si mes 10 vecteurs, ils partent dans toutes les directions et je suis dans R3, ils peuvent arriver à engendrer R3 tout entier. Mais pas plus non plus. Donc si j'ai 10 vecteurs dans R3, le rang au maximum, ce sera 3 de toute façon. Ce ne sera pas 10. Donc il faut se méfier de cette notion de rang. C'est pas combien il y en a, parce que sinon on dirait combien il y en a, on dirait pas le rang. Bien, donc justement, on va voir quelques propriétés autour du rang, ce qui va pouvoir limiter ce rang. Première propriété, il n'y a pas tellement de diapos, c'est pas très illustré, c'est très abstrait en fait. Il faut vraiment se plonger dans la définition et appliquer la définition à chaque fois. Et pas chercher plus loin. Ne cherchez pas à anticiper, à avoir des intuitions. Il faut vraiment appliquer la définition et c'est tout. Alors, on nous dit que si on prend P vecteur, le rang de cette famille va toujours être plus petit que P. Alors, ça paraît quand même assez intuitif. Alors, ça se démontre assez facilement. On prend donc les P vecteurs. Le rang, on vient de dire, c'est la dimension de l'espace vectoriel qu'ils arrivent à engendrer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut prendre 10 vecteurs dans l'espace. S'ils sont tous dans un plan, mes 10 vecteurs, ils vont engendrer que ce plan. Et donc, le rang de mes 10 vecteurs, ce sera 2. Alors, j'ai mes 10 vecteurs. Je sais que ces 10 vecteurs, ou ces P vecteurs, forcément, c'est une famille génératrice de mon espace vectoriel. Et maintenant, je vais m'appuyer, alors c'est une vieille propriété, la propriété 2 de la dimension. Je reviens, je peux vous la remontrer. J'ai pris le PDF de tout là pour pouvoir circuler dedans. Propriété 2 des dimensions, je suis allée trop loin. Les bases, c'est là, dimension et rang. Voilà. Alors, la propriété 2, celle-ci, dans un espace de dimension P, c'est vrai que les notations sont peut-être un peu troublantes parce que P, c'est pas la même chose dans mon exemple. Donc, en tout cas, dans un sous-espace vectoriel, une famille génératrice, elle a au maximum autant de vecteurs que la dimension. Une famille génératrice d'un sous-espace vectoriel, au maximum, non, pardon, elle a au minimum, je dis des bêtises, donc la famille génératrice, pardon, elle a au minimum P vecteurs, P représentant la dimension. Donc si j'ai un espace de dimension 2, comme un plan, il me faut au moins 2 vecteurs pour l'engendrer. Si j'ai un espace de dimension 3, comme R3, il me faut au moins 3 vecteurs pour l'engendrer. Je reviens à la fin de mon histoire. Ici. Donc ici, j'ai une famille génératrice de V. Donc le nombre d'éléments de la famille génératrice doit être plus grand que la dimension de V. C'est ce que nous dit la propriété. Donc le nombre d'éléments, c'est P. Ça doit être plus grand que la dimension de V. Donc pour engendrer V, qui est de dimension, je ne sais pas quoi, il me faut
un certain nombre de vecteurs qui va être plus grand que sa dimension. La dimension de V, c'est le rang de mes vecteurs. Donc, P est forcément plus grand que le rang de U1UP. Alors, souvent, on le dit plutôt dans l'autre sens. Le rang de P vecteur, c'est forcément plus petit que P. Si vous reprenez l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, le petit schéma ici, on avait 3 vecteurs. Le rang de mes 3 vecteurs, c'est la dimension de l'espace engendré, c'était 2. Donc, on voit bien que à partir de 3 vecteurs, le rang, il est plus petit que 3. Ou égal, ça pourrait être égal aussi. Mais c'est ici inférieur ou égal à 3. Ici, j'ai trouvé. Donc, le rang, ça fait un peu diminuer c'est plus petit que le nombre de vecteurs qu'on avait au départ. Ça, c'est la première propriété. Donc, ça nous permet comme ça de dire, si j'ai 3 vecteurs dans R5 et je cherche le rang, ben, ce sera forcément plus petit que 3. Ah, une autre propriété qui est importante, c'est si on a exactement le rang qui est égal à P, ça veut dire que la famille est libre. Donc ça, c'est une propriété qui peut être intéressante pour justifier qu'une famille est libre, c'est faire des calculs de rang. Donc, il faut l'utiliser après à bon escient, mais ça peut être intéressant. Alors, on va le démontrer, je vais le faire dans un sens puis dans l'autre, parce que d'un seul coup, c'est un petit peu délicat. Donc, je suppose, dans un sens, je suppose que le rang est égal à P, et je veux montrer que la famille est libre. Donc, pour ça, je vais encore utiliser la propriété 2 de tout à l'heure, mais le petit b de la propriété 2, qui nous disait, ben voilà, elle était juste au-dessus, en fait, la chercher loin. Alors, qui nous dit que si on a une famille génératrice d'un ensemble E, qui contient autant d'éléments que la dimension de cet ensemble, ben forcément, c'est une base. Donc ça, c'était aussi les petites diapos que je vous avais remises, qui étaient là, ben juste au-dessus. Si on a une famille génératrice et qui contient P vecteurs, forcément, c'est une base, donc forcément, c'est une famille. Donc, on va s'appuyer sur cette propriété-là pour démontrer la propriété sur le rang et les familles. Donc, j'ai ici, donc je note comme tout à l'heure, V, c'est le vecteur de U1UP. Je veux calculer le rang de U1UP et je trouve que le rang, c'est P. Ça veut dire que la dimension de V ici, c'est P. On a U1UP qui est une famille génératrice de V et il y a autant de vecteurs que la dimension. Donc, la famille est une base. C'est ma diapo ici. J'ai une famille qui contient P vecteurs, qui est génératrice, et mon espace s'appelle V, et il est de dimension P. Donc, j'ai une base. Donc, j'ai une famille. Donc, on a une base. Donc, si le rang est égal à P, la famille est une base. Donc, c'est une famille. Ça, c'est, si le rang est égal à P, forcément, on a une famille. C'est-à-dire que quand on calcule le rang d'une famille, si j'ai 3 vecteurs et que le rang est égal à 3, ce sera une famille. Tout à l'heure, sur la petite diapo, on avait 3 vecteurs, mais le rang était égal à 2. Eh bien, c'est pas une famille. Donc ça, c'est la réciproque qu'on va justifier ici. Réciproquement, si la famille est libre, comme c'est une famille génératrice de V, ça c'est sûr. Donc forcément, comme elle est libre et génératrice, ça va être une base de V. Si c'est une base de V, le nombre d'éléments de cette famille, c'est la dimension de V. Donc, je suis en train d'écrire que, réciproquement, si la famille est libre, la dimension de V, c'est-à-dire le rang, est égale à P. En conclusion, dire que la dimension de V est égale au rang, c'est-à-dire et que c'est égal à P, alors forcément, on a une famille libre. Donc ça, c'est un peu délicat, la démonstration. On a l'impression qu'on tourne en rond. En fait, on ne tourne pas en rond. À chaque étape, on avance d'un cran, on avance des jetons jusqu'à ce que ça s'emboîte bien. On est vraiment sur du raisonnement mathématique pur et abstrait. Mais bon, ça se justifie. Après, la propriété, vous l'appliquerez directement. Ensuite, la dernière propriété qui est assez simple,
c'est que si vous êtes dans R3 par exemple, que vous prenez 10 vecteurs, eh bien, forcément, leur rang va être plus petit que 3. Pourquoi? Parce que le rang, c'est la dimension du vecte, des vecteurs, mais ce vecte, c'est un sous-espace de Kn. Donc, au maximum, sa dimension, c'est n. Donc, si on est dans R3, je le fais dans R3, vous prenez 10 vecteurs, ils peuvent engendrer R3 tout entier. Dans ce cas-là, leur rang, ce sera égal à 3. Mais des fois, ils peuvent être dans le même plan, leur rang, ce sera 2, ce sera plus petit que 3. Mais au maximum, ce sera 3. Donc, quand vous êtes dans R3, vous prenez 2 vecteurs, ou 3, ou 10. De toute façon, ce qu'ils peuvent engendrer au maximum, c'est R3. Donc, au maximum, le rang, c'est toujours plus petit que N. Bon, voilà, ces propriétés à méditer et on va voir, on verra un peu plus tard dans quelles circonstances on les rencontre. Mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu délicates. Le cours est terminé. Le cours est terminé. Je vous enverrai, il faut que je mette ça au propre, mais je vais vous envoyer un résumé. Si j'oublie, ben, vous me le rappelez, hein, vous savez bien faire. Et puis, je vous enverrai aussi dans la journée, je pense, un code pour faire un quiz tout autour des dimensions, du rang. Il est très abstrait aussi. C'est vraiment, c'est sur la dernière partie du cours. Et maintenant, on va regarder les exercices, hein, si vous êtes prêts pour ça. Donc, il faut que je retrouve le sujet des exercices que je vous avais envoyé hier. Je garde le cours pas trop loin, ça pourra servir. Mais madame, il y avait une page 18 avec un exemple C'est vrai. propriété 3. C'est vrai. Et en fait, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, on est donc dans R4 ici et je vous donne 4 vecteurs. Donc, on cherche à déterminer le rang. Le rang de ces 4 vecteurs, c'est donc la dimension de l'espace engendré. Comme il y a 4 vecteurs, ben, le rang est plus petit que 4, ok. Et comme si je regarde ce qu'on a vu au-dessus, hein, et comme il y a 4 vecteurs, et comme dans R4, le rang est plus petit que 4. J'ai pas beaucoup d'informations. Alors, maintenant, si je veux vraiment déterminer le rang, il faut que je trouve une base de vecteurs. Et puis, je compterai les éléments de la base et j'aurai le rang. Et ça, on l'a déjà fait. C'est pour ça que ça, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait quand on a cherché les dimensions, les exemples de dimensions. C'était, avant les propriétés, c'était ici. Donc ça, c'est l'exemple 2. On l'avait vu hier. Alors, là, c'était exemple 2 des dimensions. Donc, celui-ci. Voilà. Je vous remets juste la fin. Voilà, on avait fait ça. On avait pris donc V, c'était les 4 engendrés par 4 vecteurs. On les a écrits en colonne. On a cherché une famille échelonnée qui soit toujours génératrice. Donc, on avait trouvé une base. On avait trouvé la dimension. Ça veut dire que travailler sur le rang, il faut faire quoi? Il faut faire tout ça. Si on vous donne 4 vecteurs et on vous dit déterminer le rang, ben vous les mettez là en colonne. Ensuite, vous échelonnez. Ensuite, vous trouvez une base. Ensuite, vous comptez combien de vecteurs dans la base. Et il y a juste une ligne à rajouter, que le rang de A, B, C, D est égal à 3. Donc, tout le travail, en fait, il est fait en amont. C'est pour ça que j'étais en train d'oublier la dernière page, effectivement, du cours, parce que, voilà, ça, en fait, déterminer le rang, pardon, c'est déterminer la dimension de V. Et déterminer la dimension de V, c'est déterminer une base. Donc, à chaque fois, en fait, ça s'emboîte, hein, tout le travail qu'on doit faire. Déterminer une base quand l'ensemble est défini sous la forme d'un vecteur, on l'a déjà fait. Il s'agit de mettre tout en colonne, d'essayer d'échelonner. Et puis, à la fin, on enlève les vecteurs qui sont en double et on obtient une base, qui est donc une famille libre et échelonnée. Donc ici, 4 vecteurs, on voit que le rang, c'est 3. On a diminué en termes de rang. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette famille-là n'est pas libre. Parce que si elle était libre, son rang, ce serait 4. Donc, comme le rang est égal à 3, la famille n'est pas libre. Voilà, voilà. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à faire sur cet exemple-là, puisque tout a été fait en amont. Donc, on va essayer de retrouver les exercices. Les exercices.
Donc hier, j'avais un petit peu trompé dans ce que je vous avais envoyé. Il y avait une erreur, j'ai voulu la corriger et en fait, j'ai envoyé à nouveau le fichier non corrigé. Maintenant, ça doit être bon. Alors, la feuille d'exercice que je vous avais donnée hier, il y en a que ça a un petit peu perturbé. L'exercice 1, on a 3 vecteurs UVW. Il faut montrer que c'est une base et déterminer les coordonnées. Alors, montrer que c'est une base, il y a plusieurs techniques. On peut montrer qu'elle est libre et génératrice. Ou alors, parce que maintenant on a la notion de dimension qui va bien nous aider, on pourrait montrer aussi juste qu'elle est libre. Parce que vous voyez, on a 3 vecteurs. 3 vecteurs, s'ils sont libres, c'est une base de R3 aussi. Avec les petites diapos bilan d'ici. Donc, 3 vecteurs, si la famille est libre, ce sera une base. C'est peut-être pas la peine de montrer libre et génératrice. C'est toujours un petit peu fastidieux, génératrice. Mais on va voir que finalement, on va être obligé d'y passer. Donc, on pourrait travailler sur libre et regarder le nombre de vecteurs. Mais ça me dira que c'est une base. Ce qui va être plus délicat, c'est de trouver les coordonnées. Trouver les coordonnées d'un vecteur, ça veut dire que ce x, y, z, il faut qu'on le décompose. Lambda 1, u, lambda 2, v et lambda 3, w. Et en fait, quand je fais ça, quand je cherche la décomposition, ben, je suis plus sur le travail de la famille génératrice. Chercher une décomposition, montrer qu'il y a une décomposition, c'est montrer que la famille est génératrice. Si je montre que la décomposition, quand je la trouve, elle est unique, ben, j'aurais dit que c'était une base. Donc en fait, montrer que c'est une base, on va le faire en même temps que déterminer les coordonnées, en utilisant dans le cours. Dans le cours, je vais utiliser la définition d'une base qui est ici. Voilà. Je vais dire c'est une base, si et seulement si je peux décomposer tous les vecteurs dans cette base. Et quand j'aurai fait ça, ça me donnera en plus la notion de coordonnées qu'on a vu dans ce cadre-là. Les coordonnées, c'est écrire de façon unique le vecteur dans la base Go. Donc en fait, on va faire du 2 en 1. On va pas montrer qu'elle est libre et génératrice, on va juste montrer par la caractérisation finalement d'une base, on va caractériser la base par l'écriture des coordonnées. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Je vais trouver ça ouf. TD, j'ai dû préparer des choses hier. TD2, exo 1, c'est parti. Donc voilà mes 3 vecteurs. Pour un vecteur x, y, z, on cherche les lambdas tels qu'on puisse avoir la décomposition. Et je regarde ça composante par composante et j'écris l'égalité. Donc en première composante, j'ai 2 lambda 1 moins lambda 2 plus lambda 3 que je recopie et ça doit faire x. Deuxième composante, lambda 1 fois 1, 3 lambda 2 plus lambda 3. Je le recopie ici et ça doit faire y. Troisième composante, j'ai 3 lambda 1, 2 lambda 2, moins lambda 3. Et ça doit faire z. Et maintenant, il faut résoudre le système. Et il n'est pas sympa. Dans les exemples qu'on avait fait dans le cours, on avait déjà quelque chose qui était échelonné. Ah ben oui, c'était mieux. Donc là, il y a des calculs et c'est vrai qu'ils sont affreux. Il y a des gens qui sont inquiétés hier en disant mais j'ai des grosses fractions moches. Ben, ça peut arriver. Alors, premièrement, j'ai déjà échangé les 2 lignes qui sont là pour avoir un pivot plus sympa, mettre un ici comme pivot. La difficulté. Ensuite, il faut éliminer les lambda 1 qui sont là et là. Pour ça, je prends la ligne L2 et j'enlève 2 fois L1. Et j'obtiens ça si je ne me suis pas trompée dans les calculs. Alors, à droite, faut pas oublier, comme je travaille avec des x, y, z, la modification que je fais sur le premier membre, je la fais sur le second membre. Donc, je vais avoir x moins 2y, ça c'est clair. Les lambda 1 ont disparu. Si je fais moins lambda 2, moins 6, j'en ai bien moins 7. Et lambda 3, moins 2, j'en ai moins 1. La ligne L3, je la modifie en faisant z moins 3y pour enlever les lambda 1 ici.
Donc Z moins 3Y, c'est noté. J'enlève les lambda 1, je fais ça moins 3 fois ça, c'est-à-dire moins 9. Donc 2 moins 9, j'ai moins 7. Et pour les lambda 3, moins 1, moins 3, moins 4. Donc voilà l'écriture de mon système. Maintenant, il va falloir, donc on va recopier les deux premières lignes et on va éliminer les lambda 2 de la dernière ligne. Là, c'est facile. Il suffit de soustraire, de faire L3 moins L2. Quand je fais L3 moins L2, je vais perdre les lambda 2. L3 moins L2, je vais avoir moins 3 lambda 3. Moins 3 lambda 3 et L3 moins L2, j'obtiens sur le second membre Y moins, Z moins Y moins X en faisant ça moins ça, parce que le Z il reste, moins 3Y plus 2Y, donc moins Y, et moins X. OK. Maintenant que mon système est échelonné, je calcule les lambda en remontant par substitution. Je calcule le lambda 3 en prenant tout ce qui est là et en divisant par moins un tiers. Donc, en multipliant par moins un tiers. Donc, j'ai mis les signes, j'ai changé les signes pour le moins 1 et j'ai laissé un tiers en facteur. Donc, on a bien plus x, plus y, moins z et le tout divisé par 3. Après, pour calculer le lambda 2, je remonte d'un cran. Je fais quoi? Je bascule le lambda 3 de l'autre côté. Donc, j'ai toujours x moins 2y plus un tiers, gna gna gna. Et ça, il faut que je divise par moins 7. Donc, j'ai moins 1/7 de tout ça. Bien, ben, vous vérifierez mes calculs, hein, puisque vous ne faites pas toujours confiance et vous avez totalement raison. J'ai tout mis sur 21 et c'est vraiment pas trop sympa. Et je trouve moins 4x. Moins 4x, pourquoi? Parce que là, si je mets sur 21, j'en ai j'ai 3x. Il y a le moins qui est là, donc moins 3x. Et zut. Et ben, je me suis trompée. J'ai l'impression. Pourquoi? Ah non, le moins, il est devant tout. Pardon, il est devant la fraction. Donc, on a bien 3x plus x, j'en ai 4, avec le moins qui est devant, moins 4. Le y, ici, je multiplie par 3, j'ai moins 6 plus 1, moins 5. Avec le moins qui est devant, ça fait 5. Et le z, il n'y en avait pas ici, j'en avais donc moins 1, mais avec le moins qui est devant, plus 1. Et maintenant, pour calculer lambda 1, vous les vérifierez. Pour calculer le lambda 1, je fais y moins 3 lambda 2 moins lambda 3. Alors, moins 3 lambda 2, comme il y avait un 1 sur 21, ça me fait moins 1 sur 7. OK, ça c'est le moins 3 lambda 2. Et puis, moins lambda 3. Parce que je passe tout de l'autre côté. Quand je mets tout au même dénominateur, je trouve ça. Ça, c'est un petit jeu de calcul, hein, vous le ferez si vous ne l'avez pas déjà fait. Et vous vérifierez. Et si j'ai fait des erreurs, vous me le signalerez. Donc, finalement, conclusion, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti d'un vecteur x, y, z quelconque. Et pour ce vecteur-là, comme on a travaillé uniquement par équivalence, on a trouvé un unique triplet lambda 1, lambda 2, lambda 3. Alors évidemment, qui dépend de x, y, z. Mais pour une valeur de x, y, z fixée, le lambda 1, lambda 2, lambda 3 est unique, qui permettent la décomposition. Ben ça, c'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure dans le cours. On dit que quand on prend un vecteur, il y a une unique décomposition, eh bien les lambda, ce sont les coordonnées dans la base B. Et en même temps, ça me permet de dire que c'est une base, d'après la propriété qui était au-dessus ici, la caractérisation. Une base, si et seulement si il y a une décomposition unique. Conclusion, j'en étais où? Celui-là, que j'enlève parce que me gêne. Celui-ci. Aussi. Donc, normalement, j'en étais là. Donc, conclusion, la famille UVW est bien une base de R3. Je l'appelle B pour lui donner un nom, c'est toujours plus pratique. Et c'est du 2 en 1, c'est-à-dire qu'on a montré que c'était une base, et par la même occasion, on a trouvé les coordonnées du vecteur x, y, z dans la base B. Donc, on a fait un changement de base, un changement de coordonnées, partir de la base de départ qui était en fait la base canonique, on écrit le vecteur x, y, z, et on l'écrit maintenant dans une nouvelle base, cette base B,
qui était assez compliqué au départ. Et j'ai mis, alors les coordonnées, j'ai mis 1 sur 21 en facteur pour simplifier un petit peu l'écriture. Et je crois que moi je viens à 7 ici, voilà, dans l'écriture de mes vecteurs. C'est des moins z, et j'ai mis moins z, il faut rajouter 7 là. Voilà, donc ça c'est pour le premier exercice. Donc on arrive à montrer que c'est une base et déterminer les coordonnées, et là on le fait simultanément. C'est-à-dire que comme on a trouvé les coordonnées qui sont uniques, c'est une base, et donc j'ai calculé les coordonnées. Voilà pour l'exercice 1. L'exercice 2 et l'exercice 3, c'est toujours des histoires de base dans KN, mais là on n'est plus dans R3, c'est des calculs un peu plus, c'est plus général comme technique. Donc pour l'exercice 2, on prend la base canonique de KN, on prend de nouveaux vecteurs, et la question qui se pose, est-ce que c'est une base? Dans l'exercice 3, la question qui se pose est différente, c'est montrer que c'est une base. Ce qui fait que dans le 2, je commence à avoir un doute. Si on m'avait dit montrer que c'est une base, sûr, c'en était une. Si on me dit est-ce que c'est une base, peut-être pas. Il y a sûrement un piège. Allons-y, allons voir ça. L'exercice 2, c'est parti. Donc, les vecteurs qu'on m'a donnés, c'était epsilon 1, epsilon 2, etc. Vous avez des noms? S'ils n'ont pas de nom, c'est pas grave, je peux toujours en donner, moi. Oui, ils avaient des noms, donc allons-y. Comme c'est epsilon 1, c'est E1 plus E2. Les E qu'on vous a donnés, on a écrire comment ils s'écrivent avec des parenthèses, des 0 et des 1. Le vecteur E1 de la base canonique, c'est le vecteur 1 et que des 0 après. Le vecteur E2, c'est un 1 ici et que des 0 autour. La base canonique, si je veux m'appuyer à nouveau sur le cours, donc quand on fait E1 plus E2, on a 1, 1 et que des 0 après. Celle-ci, j'en ai. Voilà. Donc on a 1, 1 que des 0 après. Quand je fais E2 plus E3, ça veut dire qu'on a un 1 au rang 2, un 1 au rang 3 et que des 0 autour. Epsilon n-1, c'est En-1 plus En. Donc on a un 1 à la fin et avant, et que des 0. Le epsilon n, il est plus compliqué, parce que je continue d'avancer, mais en fait, à force d'avancer, j'ai un 1 à la fin, et hop, j'ai bouclé, j'ai mis un 1 au début. Donc déjà, écrire la famille de vecteurs. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une base? Donc, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que c'est une famille libre? Famille libre et génératrice. Ou pas? Il suffirait de montrer que c'est une famille libre, puisqu'on est dans KN. Toujours avec ça, famille libre n vecteurs, ça me fera une base. Donc, avec cette diapo ici, on pourrait conclure. Je regarde si elle est échelonnée. Elle était presque échelonnée. Il y avait bien les zéros, tout ce qu'il fallait et tout, sauf que ici, il y a le 1. Donc, elle n'est pas échelonnée. Ah, dommage, sinon on avait répondu tout de suite. Bon, donc comme elle n'est pas échelonnée, je me demande si c'est une famille libre, et je vais refaire les calculs, je dirais, à la main, en posant lambda 1, epsilon 1, lambda 2, epsilon 2, lambda n, epsilon n égale à 0. Et puis, on va revenir à des techniques usuelles. Donc, il s'agit d'écrire ça, le 0 qui est là, c'est le 0 de Kn. Donc, on va avoir n composantes. Donc, cette égalité-là, je vais l'écrire avec ces n composantes, ce qui va me faire un magnifique système. Alors, comment j'ai trouvé ces n composantes? La première, ben, j'ai regardé toutes les premières composantes qui étaient là. Celle-ci, j'ai multiplié par lambda 1, lambda 2, etc. Il n'y a rien. Et celle-ci par lambda n. Donc, ma première composante, c'est ma première ligne d'équation. Ensuite, en deuxième composante, ça, c'est multiplié par lambda 1, par lambda 2, et le reste, ben, il n'y a que des zéros. Donc, de toute façon, je peux multiplier tant que je veux. J'ai lambda 1 plus lambda 2, et tout ça qui fait 0. Le 0 d'ici, c'est n fois 0, donc c'est tous mes second membres qui font 0. Donc, première composante, la deuxième, la troisième composante, je continue hein, sur le même principe, si vous voyez comment ça fonctionne, il n'y a pas de lambda 1, il y a lambda 2, lambda 3 et rien du tout, c'est bon, c'est fait. Et puis, ben, ainsi de suite, j'arrive au bout de mon calcul, au bout de ma dernière composante. La dernière composante, il n'y a rien au début. Ici, je multiplie par lambda n-1,
Et là, je multiplie par lambda n. Et voilà le système que j'obtiens. Alors, il est presque échelonné, mais il n'est pas tout à fait échelonné, de la même façon que ma famille était presque échelonnée, mais pas tout à fait. Alors, je vous rappelle aussi qu'on retrouve verticalement l'écriture des vecteurs. Alors là, ils étaient horizontaux. Mais ce vecteur-là, si vous l'écrivez verticalement, vous voyez apparaître 1, 1 et que des zéros après. Le deuxième vecteur ici, si vous l'écrivez verticalement, vous voyez apparaître 0, 1, 1 et que des zéros après. Donc, on retrouve cette image des vecteurs qu'on écrit verticalement pour obtenir le système. Bien, donc une fois qu'on s'est compris, on a le système qui est là, je vais essayer de résoudre. Alors, bon, d'habitude, je vous crie dessus quand vous substituez, mais là, comme il n'y a vraiment pas beaucoup de termes à chaque ligne, je vais essayer d'arranger les calculs. Je vois que la première ligne, je peux trouver que lambda 1, c'est moins lambda n. La deuxième ligne, sur le même principe, j'ai lambda 2, je vais calculer lambda 2 ici, en disant que lambda 2, c'est moins lambda 1. Et comme lambda 1, c'était moins lambda n, eh bien, lambda 2, moins plus, lambda n. Lambda 3, c'est l'opposé de lambda 2. Et comme lambda 2, c'est lambda n, j'ai à nouveau des lambda n avec un signe moins. Et en fait, on constate que ça va alterner. Lambda 1, c'est moins lambda n. Lambda 2, j'ai lambda n. Ensuite, moins lambda n. Après, plus lambda n, moins lambda n. Et ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne. Alors, quand j'arrive à la dernière ligne, si j'exprime lambda n, il s'exprime en fonction de lambda n moins 1. Donc, c'est moins lambda n moins 1. Mais le lambda n moins 1 sur le même principe que j'ai obtenu tous les précédents, je peux l'écrire avec des puissances, parce que j'ai moins, plus, c'est donc moins 1 puissance quelque chose. Ici, j'ai un signe moins, donc moins 1 puissance 1. Ici, j'ai un signe plus, moins 1 au carré. Un signe moins, moins 1 au cube. Donc, on constate que chaque lambda i, c'est moins 1 puissance i lambda n. Donc, l'avant-dernier ici, c'est moins 1 puissance n moins 1 lambda n. Ce qui fait que, comme j'ai un voie signe moins, j'ai moins 1 puissance n lambda n. Ça reste sur le même principe qui est que chaque lambda i, c'est moins 1 puissance i lambda n. Donc, j'arrive à écrire tous les lambdas en fonction de lambda n. Alors, est-ce que ça me fait une base ou pas? Eh bien, en fait, ça dépend. Parce que c'est sur ce moins 1 puissance n que tout va se jouer. Si n est pair, si n est impair, moins 1 puissance n, ça fait moins 1. Donc, mon système, il devient quoi? Lambda 1, c'était moins lambda n, c'est OK. Lambda 2 plus, lambda 3 moins. Et comme je m'arrête à un nombre impair, j'ai lambda n qui fait moins lambda n. Ça, c'est ma dernière équation. C'est simplifié à cause de ça. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Un nombre qui est égal à son opposé. Si, c'est possible. C'est possible si ce nombre, c'est 0. C'est la seule façon qu'un nombre soit égal à son opposé, c'est qu'il soit nul. Alors, si lambda n fait 0, alors ça va nous donner quoi? Je vais remonter. Je vais avoir tous les lambdas qui font 0. C'est bien ça. Ça signifie que la famille est libre. Et maintenant, il faut conclure. Conclure en utilisant cette diapo-là. On va dire qu'on a une famille libre, qu'elle a n vecteurs dans Kn, donc c'est une base. La famille est libre et contient n vecteurs dans Kn, donc c'est une base de Kn. Et vous noterez bien la rédaction de cette petite phrase, c'est vraiment important dans les exercices ensuite. Alors, l'autre cas, si on repart de notre système, mais en supposant ce coup-ci que n est pair, il y a deux possibilités. Alors, si n est pair, le moins 1 puissance n, qui apparaît dans le calcul de lambda n, ça fait 1. Donc, je simplifie mon système. Le début, c'est toujours la même chose, moins lambda n, plus lambda n, moins lambda n. Simplement, on s'arrête sur un plus. Lambda n égale lambda n, ça c'est possible. Mais c'est tellement possible que c'est tout le temps vrai. Donc, je vais supprimer une équation. Si je supprime une équation, en fait, j'ai n moins une équation. Il m'en manque une. Et ça veut dire que le lambda n, il apparaît dans ces équations-là comme une inconnue auxiliaire.
Quand on a une inconnue auxiliaire, on a une infinité de solutions. Donc, si j'ai une infinité de solutions, ça veut dire que la famille n'est pas libre. Et si elle n'est pas libre, ben forcément, ce n'est pas une base. Donc, dans cet exercice, on voit, la question était, est-ce que c'est une base de Kn? En fait, ça dépend. Si n est impair, la famille est une base. Et si n est pair, la famille n'est pas une base. Voilà pour cet exercice 2. Alors, sur le même principe, je pense que vous êtes prêts pour l'exercice 3. Donc, je vous enverrai ces petites diapos-là en ayant corrigé la première, parce qu'il y avait une erreur. Donc, je vous enverrai ça. Alors, je reviens maintenant à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, qu'est-ce que ça nous racontait? Ici, hein. On reprend la base canonique et on forme de nouveaux vecteurs. Je vais leur donner des noms. Je vais appeler epsilon 1 premier, epsilon 2 le deuxième, epsilon n le dernier. Et cette nouvelle famille, il faut montrer que c'est une base et déterminer les coordonnées d'un vecteur. Donc, pour montrer que c'est une base, il y a toujours plusieurs possibilités. Je peux dire libre et avec n vecteurs, par exemple. C'est facile. Mais déterminer les coordonnées, ça veut dire que il faut déterminer la décomposition. Il y a du boulot. Alors, c'est parti pour la diapo. Alors, déjà, j'ai donné des noms aux vecteurs qui m'intéressent, epsilon 1, epsilon 2 jusqu'à epsilon n, et je les ai écrits avec leurs composantes. Parce que sinon, on écrit comme ça, c'est pas très parlant. Donc, je les ai écrits avec leurs composantes, et là, on y va beaucoup plus clair. Vous voyez, epsilon 1, c'est E1, c'est 1 avec des zéros après. E1 plus E2, c'est 1, 1, et des zéros derrière. Et ainsi de suite, en fait, on rajoute un vecteur EI à chaque fois. Le epsilon n-1, si je veux l'écrire, il y a des 1 partout, sauf à la fin. Et le epsilon n, il y a des 1 partout, jusqu'à la fin. Donc, voilà ma famille. Et c'est cette famille-là pour laquelle on se demande si c'est une base de Kn. Alors, je constate que cette famille est échelonnée. Ah, pour le coup, c'est mieux que tout à l'heure. On a une famille échelonnée, donc elle est libre. C'est pas mal. Et comme elle contient n vecteurs et qu'on est dans Kn, c'est une base. Ah, c'est bon, l'exercice est terminé, c'est une base de Kn. Mais non, parce qu'on ne nous a pas demandé seulement de montrer que c'était une base, ce serait trop facile, mais de déterminer les coordonnées. Donc, tout ce que je viens de faire, en fait, je pouvais ne pas le faire et aller directement sur les coordonnées. Mais là, je trouvais que c'était vraiment évident, en fait, que ce soit une base. Elle est échelonnée, elle a n vecteurs, c'est évident. Maintenant, trouver les coordonnées, c'est plus délicat. Je prends un vecteur U. Je cherche donc ses coordonnées, c'est-à-dire des lambdas, tels que U, se décomposent dans la nouvelle base que j'ai appelée B, la base B. Eh bien, écrire U dans la base B, ça veut dire écrire x1, x2, xn, développer ici ça avec des lambdas, composante par composante. Alors, au travail, c'est pas si facile que ça. La première composante x1, je l'obtiens en faisant lambda 1 ici, plus, là j'ai un lambda 2 qui va apparaître, lambda n-1 et lambda n. Il faut multiplier à chaque fois la première composante de mes epsilon par les lambdas. Et comme il y a des 1 partout, ça fait lambda 1 plus lambda 2 jusqu'à lambda n. Ça, c'est la première composante x1 du vecteur U. En deuxième composante, je vais prendre tous mes vecteurs epsilon et les multiplier par les lambdas et ajouter les deuxièmes composantes. Alors ici, j'ai un 0, donc ça ne compte pas. Ça va démarrer là avec lambda 2 et ainsi de suite. Là, j'ai un lambda n-1 et là, j'ai un lambda n. Donc en fait, on a dans la deuxième composante, tous les lambdas qui apparaissent sauf le premier. Et ça s'ajoute lambda 2 plus lambda n. Heureusement que les vecteurs sont assez simples, il n'y a que des 1 dedans et des 0. Sinon, dans Kn, ça devient vite compliqué. Bien, on continue, ainsi de suite. Donc, on a compris le principe, en fait, à chaque fois, pour la deuxième composante, il y avait 1, 0. La composante suivante va avoir 1, 0, 1, 0, et ensuite des lambdas, parce que le nombre de 0 va augmenter. Donc, on va avoir des 0 et ensuite des lambdas, et ainsi de suite. Et quand j'arrive à la dernière composante,
que je multiplie tout par les lambda et que j'ajoute, ben j'ai 0 plus 0 plus 0 plus 0, donc il n'y a rien. Et le 1 qui est ici, lui, il est multiplié par lambda n. Donc j'ai lambda n qui apparaît, et tout ça pour faire la dernière composante xn. Maintenant, il s'agit de résoudre ce système pour déterminer les lambdas. Et on a de la chance, parce qu'en fait, ce système est déjà échelonné. Donc, on n'a pas trop de calculs à faire, comme dans l'exercice 1, où il y avait des fractions avec des 21e qui apparaissaient. Donc ici, on va résoudre le système qui est déjà échelonné en remontant pas à pas. Déjà, on peut dire que lambda n, c'est xn. Ah, c'est facile. Si je regardais ce qui se passe au rang, pour calculer le lambda n-1, quand je remonte, il faut que j'écrive la ligne d'avant, parce que je l'avais pas écrite, mais c'était pas explicite. Quand je regarde la ligne du dessus, je vois que ça me fait forcément lambda n-1 plus lambda n égale xn-1. Donc, quand je veux calculer lambda n-1, je prends xn-1 et je soustrais lambda n. Le lambda n, je viens de le calculer, c'est xn. Donc, j'arrive à exprimer lambda n-1 qu'avec des x. Et puis, je vais remonter comme ça. Alors, c'est assez délicat, la remontée, mais en fait, ce qu'il faut constater, c'est que si je le reprends par en haut, si vous regardez cette ligne ici, la première et la deuxième. Si vous faites la différence entre les deux, ben, tout va se disparaître sauf le lambda 1. Donc, si je fais la différence entre deux lignes à chaque fois, j'obtiens ici que le lambda 1, et ce sera x1 moins x2. Il faut avoir un peu d'imagination et voir que la ligne, la troisième ligne, elle a tous les termes sauf le lambda 2. Donc, quand je fais la différence, si je fais x2 moins x3, je vais récupérer le lambda 2. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est cohérent avec ce qu'on avait fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que on passe d'une ligne à l'autre, finalement, par soustraction. On obtient le lambda n-1 ici en faisant la soustraction des deux lignes. Et à chaque fois, donc, sauf la dernière où c'est bloqué, à chaque fois, j'obtiens chaque lambda i en faisant xi moins xi plus 1. Je soustrais deux lignes et ça me donne le lambda i correspondant. Eh bien, on a fini la résolution de ce système. C'est pas hyper facile parce que c'est général, il y a des petits pointillés, on voit pas toujours ce qui se passe. Il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination. Et ici, finalement, l'idée, c'était de voir qu'en faisant la différence entre deux lignes, on pouvait isoler un lambda comme ça. Alors, les lambdas qu'on a trouvés là, ben, c'est mes coordonnées. On voulait les coordonnées dans la base B. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur U dans la base B. Le vecteur, il est défini par les X et les lambdas, ce sont les nouvelles coordonnées. Donc, les coordonnées d'un vecteur dans une base, c'est ça. Bon, on a fini cet exercice 3. Voilà, voilà. Bien. Madame, oui. je n'arrive pas à comprendre comment vous avez mis en place le système. Ok. Comment je passe des vecteurs au système? Je vais redétailler. Si ça suffit pas, ben, je passe le tableau. Je vais repartir dans l'autre sens. On avait les vecteurs ici. Donc, on avait repéré que c'était échelonné et donc une base. Et ensuite, on veut, tout est là dans cette écriture-là, décomposer un vecteur U, donc x1, x2, xn, en fonction des epsilon. Donc, le vecteur U, je l'écris là, en colonne, c'est-à-dire j'écris toutes ses composantes. Et il s'agit maintenant d'écrire l'égalité ici en prenant chaque composante de lambda 1 epsilon 1 plus lambda n epsilon n. Donc, je prends le vecteur epsilon 1, ici dans sa totalité, je le multiplie par lambda 1, mais je regarde que la première composante. Donc, si je prends ce vecteur-là, je multiplie par lambda 1, à la première composante, ça fait lambda 1. Et je la recopie là. Ensuite, je mets mon plus. C'est ce plus-là. Maintenant, je vais regarder toujours en première composante. Hein, je ne m'inquiète pas des autres. Dans le vecteur epsilon 2, je le multiplie par lambda 2. Tout le vecteur est multiplié par lambda 2. Mais la première composante, c'est une fois lambda 2. Je la recopie ici. Je suis toujours sur ma première ligne, ma première composante. Et puis, je vais faire ça pour chaque vecteur, lambda 3, etc. L'avant-dernier,
le epsilon n-1. Le epsilon n-1, je vais le multiplier par lambda n-1, donc tout le vecteur. Mais en fait, je veux que la première composante. Donc ici, je ne l'ai pas copié, mais il y a un lambda n-1 qui traîne. Et le vecteur epsilon n, le dernier là, je le multiplie aussi par lambda n, c'est écrit là. Et quand je multiplie par lambda n, je multiplie toutes ces composantes par lambda n, mais celle qui m'intéresse, c'est la première. C'est 1. 1 fois lambda n, je le recopie ici. Donc là, je viens de terminer l'écriture de la première composante. Par rapport à ce qui était écrit là, je l'écris dans l'autre sens. Vous voyez, je mets les x1, x2, xn à la fin, parce qu'en fait, quand je lis la phrase « on cherche les lambdas », quand je cherche des lambdas, ce sont des inconnus. Donc, j'ai tendance à les écrire dans un système, j'écris mes inconnus au début, à gauche. Et les x1, x2, xn, ils sont fixés dès le départ, ce sont des paramètres. Je les mets à droite, c'est mes seconds. Donc ça, c'est vraiment une question d'habitude. Maintenant, la deuxième composante. La deuxième composante, dans le vecteur U, c'est x2. Je le recopie là. Dans le gros vecteur ici que je dois calculer, lambda 1, epsilon 1 plus, etc., je regarde la deuxième composante. Donc, à chaque fois, la deuxième composante, ici, pour le vecteur epsilon 1, c'est un 0 que je multiplie par lambda 1. Ben, ça fait rien, donc j'écris rien. Là, la deuxième composante, c'est un 1 que je multiplie par lambda 2. Ça fait donc lambda 2 que je recopie là. Et puis, je continue. Ainsi de suite. J'arrive au bout du calcul, au vecteur epsilon n que je dois multiplier complètement par lambda n, mais je garde que la deuxième composante. C'est ce 1 qui est multiplié par lambda n. Je le recopie ici. Et ça fait donc tout ça, fait x2. Et si je continue comme ça jusqu'à la fin de mon calcul, si je regarde le dernier terme de U, la dernière composante, c'est xn, que je recopie ici, et je regarde maintenant la dernière composante de tout ça. Donc, je suis sur la fin des vecteurs. Le vecteur epsilon 1, je le multiplie par lambda 1. Ça veut dire que c'est ce 0 que je multiplie par lambda 1, et ça fait rien, donc j'écris rien. Le vecteur epsilon 2, je le multiplie par lambda 2. Donc, c'est ce 0 que je multiplie par lambda 2, ça fait rien, donc j'écris rien. Et je fais ça à chaque étape. Et en fait, il va me rester que le 1 d'ici, dans epsilon n, qui doit être multiplié par lambda n. Et donc, 1 fois lambda n, ça me fait lambda n ici. Et voilà comment j'ai construit ce système. Après, la résolution, c'est une autre paire de manches. Mais déjà, effectivement, la construction du système, c'est important. Est-ce que ça va mieux? Oui, c'est bon, merci. Voilà. Bon, écoutez, il est midi. On va arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez normalement dans les exercices donc pour demain, je vais vous demander de faire cet exercice-là, l'exercice 4 du TD. Qu'est-ce que je vais vous demander d'autre? Pas grand-chose. Je vais vous envoyer aussi un quiz, donc le code avec les explications, et ce sera à faire plutôt pour jeudi. On le corrigera jeudi, ça vous laissera du temps pour réfléchir à tout ça, toutes ces notions de rang, etc. Donc pour demain l'exercice 4, pour jeudi le quiz. Et il faut que je vous envoie aussi le résumé, parce que le résumé du cours, il y a les notions essentielles dedans, et ça vous aide, je pense, après à apprendre tout ça. Voilà, donc écoutez, au travail, et puis on démarrera demain un nouveau chapitre. Alors je vous enverrai le cours, il n'est pas tout à fait propre encore, peut-être ce soir, si vous voulez le lire un petit peu à l'avance. Voilà. Écoutez, au travail. Et à demain. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bon appétit, au revoir. Au revoir. Bonne journée.